C'est le deuxième chapitre du cours électronique général. Après le premier chapitre où on a étudié les semi-conducteurs, on a parlé de qu'est-ce qu'un semi-conducteur par rapport aux conducteurs et par rapport aux isolants, du modèle des bandes électroniques, et on a parlé des semi-conducteurs d'OPP et d'OPN. Et bien ces deux semi-conducteurs d'OPP et d'OPN, ce sont eux qui vont nous permettre de fabriquer la jonction PN. Et avec cette jonction PN, on va fabriquer la diode, le thyristor et des transistors. C'est pour cela que on va revoir donc les semi-conducteurs pour la fabrication de la jonction PN. Qu'est-ce que c'est que la jonction PN? Chapitre 2, la diode. Chapitre 3, le thyristor. Chapitre 4, les transistors. Le chapitre précédent, c'était les matériaux semi-conducteurs. Et ce chapitre, c'est la diode. Dans la jonction PN, nous avons trois situations qu'on va expliquer à l'équilibre en polarisation directe, en polarisation inverse. On va parler des autres jonctions qui existent, la jonction hétérogène et la jonction Schottky, à part la jonction PN, bien sûr. Et après, on va revenir au principe de fonctionnement de la diode, des caractéristiques électriques, courant, tension et la résistance dynamique de la diode. On va présenter trois modèles différents de la diode, et on va parler du point de fonctionnement de la diode, et on va citer quelques autres types de diodes qu'on peut retrouver dans l'industrie. Alors, la diode, c'est le composant, c'est écrit la composant, c'est le composant électronique qui constitue les redresseurs en général. Nous avons ici un redresseur hexaphasé, trois diodes par polarité. C'est un redresseur non commandable, il est commandé naturellement par la tension, et on va voir qu'est-ce que c'est que commandable, non commandable pour un composant électronique. Par exemple, la diode, elle n'est pas commandable par rapport au thyristor qui est commandable d'un côté, le GPIO commandable des deux côtés, et les transistors qui sont commandables des deux côtés. La diode, à la base, c'est une jonction PN. Une jonction PN, c'est la juxtaposition de deux semi-conducteurs, l'un d'OPP et l'autre d'OPN. Et dans le chapitre précédent, on a vu qu'est-ce que c'était un semi-conducteur d'OPN et un semi-conducteur d'OPP. Si on fait la juxtaposition d'un semi-conducteur d'OPN et d'un semi-conducteur d'OPP, il apparaît entre les deux, juste à la jonction, il apparaît une zone de charge d'espace, la ZCE, étant donné que le principe de l'équilibre des charges va faire que les charges positives du semi-conducteur d'OPP vont se déplacer pour équilibrer les charges négatives du semi-conducteur d'OPN. La même chose pour les charges négatives, les ions négatifs du semi-conducteur d'OPN vont se déplacer du côté du semi-conducteur d'OPP pour équilibrer les charges positives de la partie P, et on se retrouve avec des charges négatives du semi-conducteur d'OPN dans la partie du semi-conducteur d'OPP et des charges positives du semi-conducteur d'OPP dans la partie du semi-conducteur d'OPN, jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre et formation d'un champ électrique perpendiculaire à la jonction dans le sens de la charge positive qui est venue du P dans cette partie de N
vers la charge négative qui est venue du côté N dans cette partie du P, et ce champ électrique va faire de telle sorte que ce transfert de charge s'arrête. Alors, il se forme ce qu'on appelle une barrière de potentiel qui va faire de telle sorte qu'il n'y a plus d'échange de charge entre les deux semi-conducteurs qu'on a mis l'un à côté de l'autre. Cette zone, elle est de l'ordre du micromètre. On l'appelle aussi la zone de déplétion et on l'appelle aussi la zone de charge d'espace. C'est cette zone qui est à l'origine donc du champ électrique qui a été créé, donc de la barrière de potentiel qui ne permet plus le passage des charges électriques et va faire de telle sorte que la circulation, si on va appliquer une différence de potentiel, la circulation des électrons qui sont des charges négatives ne va se faire que dans un seul sens. Et bien la barrière de potentiel, elle est de l'ordre de 0,7 volts pour le silicium, elle est de 0,3 volts pour le germanium et les diodes Schottky, donc elle est en fonction du matériau. Elle est plus importante pour certains types comme l'arsénure de gallium ou d'autres diodes électroluminescentes. Alors, c'était la jonction PN sans polarisation. Maintenant, on va voir la jonction PN avec polarisation. Polarisation, ça veut dire qu'on va utiliser une source de tension continue. On peut relier la borne positive de la source au côté P de la jonction PN et la borne négative de la source au côté N de la jonction PN. Comment on peut faire le contraire, l'inverse, le plus avec le N et le moins de la source avec le P? C'est pour cela qu'on parle de polarisation en sens direct et polarisation en sens inverse. Alors, pour la polarisation en sens direct, si la source, la borne négative, elle est reliée au côté N, le courant sort de la borne positive, d'une source de tension continue. Alors, donc, les électrons sortent dans le sens contraire, vont se déplacer, aller du côté N, et l'équivalent donc des charges positives vont aller du côté P. Et là, on peut avoir une tension qui peut dépasser la tension de jonction qui est égale à la barrière de potentiel, et si elle la dépasse, les électrons peuvent passer à travers cette jonction et le transport d'électrons se fait dans un sens, donc le courant peut passer dans le sens contraire du côté P vers le côté N de la borne positive de la source de tension continue au côté moins, et on dit que la diode, elle est passante. Il y a un courant qui augmente exponentiellement et puis il va se stabiliser et qui va faire que la diode, elle est passante, à condition que la différence de potentiel V qu'on a créée entre les pôles P et les pôles N de la jonction dépasse la tension équivalente à la barrière de potentiel qui a été créée à la jonction. Par contre, en polarisation inverse, si les électrons vont se déplacer, le courant qui sort par la source du plus va aller au côté N, donc les électrons vont se déplacer du côté P à N,
ils ne pourront pas passer la, la barrière de potentiel. Bien au contraire, la barrière de potentiel, elle augmente parce que la tension, elle est de sens contraire et elle va, qu'on applique aux bornes de la jonction Pn, et elle va faire augmenter la barrière de potentiel qui va empêcher la circulation des électrons, et ça fait que la diode, elle est bloquée. Il y a un courant quand même qui est causé par les porteurs minoritaires et qui va créer un courant inverse qui est de l'ordre des courants de saturation des diodes. Il est de l'ordre de 10 puissance moins 11 ampères, de l'ordre de 10 puissance moins 10 ampères, un courant de fuite très faible. Donc il va y avoir une tension qui est appliquée aux bornes de la diode sans qu'il y ait passage de courant. On l'appelle la tension inverse. Donc attention dans les applications à ce que cette tension qui est appliquée aux bornes de la diode sans qu'il y ait transfert, sans qu'il y ait passage de courant, il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine valeur qu'on appelle tension de claquage, qui va faire de telle sorte que les charges vont quand même passer par un autre phénomène, c'est soit par avalanche électronique, soit par effet de champ, et on va aboutir à la destruction de la diode. Il existe d'autres, ici on peut parler de jonction Pn entre deux semi-conducteurs du même élément, exemple silicium dopé P, silicium dopé N, mais si on utilise des semi-conducteurs différents, on peut fabriquer une diode avec un semi-conducteur dopé P, qui est un semi-conducteur, exemple ici le 6, et un semi-conducteur qui est le sulfure de cadmium dopé N, et avec deux semi-conducteurs différents, il suffit que l'un soit dopé P et l'autre soit dopé N, on peut réaliser quand même une jonction Pn, c'est ce qu'on va appeler la jonction hétérogène. La jonction réalisée avec le même semi-conducteur, l'un dopé P et l'autre dopé N, sera donc la jonction homogène. Pour celle-là, ce sera la jonction hétérogène. Ce sont généralement des jonctions avec lesquelles on fabrique les cellules photovoltaïques. On peut aussi réaliser une jonction entre un semi-conducteur et un métal, pas forcément deux semi-conducteurs. Un métal avec un semi-conducteur dopé N en général, et ça fait quand même une jonction qui nous donne une diode. L'avantage, c'est que cette jonction, elle est plus simple à réaliser, moins coûteuse, seulement elle n'est pas aussi performante. La tension de seuil, elle est basse, c'est un avantage, elle est de l'ordre de 0,15 à 0,45 volts, mais l'inconvénient, une petite tension inverse, elle fait claquer cette diode qui est fabriquée avec une jonction Schottky. On fabrique des diodes avec la jonction Schottky qui sont utilisées beaucoup plus pour la protection, comme on va voir après quand on va parler de la diode Schottky. Si on revient au principe de fonctionnement de la diode, donc la diode, dès qu'on dépasse la tension seuil qui est la tension de la barrière de potentiel, elle devient passante, elle est conductrice, le semi-conducteur contrôle le sens et l'intensité du courant, mais au-delà d'un certain seuil, il devient conducteur carrément, le courant augmente exponentiellement. Plus bas que cette tension de seuil, le semi-conducteur est parfaitement isolant. Donc on a un sens de circulation du courant bien précis. Le courant circule de l'anode qui est le semi-conducteur de PP vers
la cathode qui est le semi-conducteur dopé-N. Dans le sens inverse, la diode, elle est bloquée. Dans la pratique d'ailleurs, pour les petites diodes, on met ici un trait pour montrer quelle est la cathode par rapport à l'anode. C'est tellement important, bien sûr, quand on monte une diode, il faut respecter le sens. Donc la diode, elle va fonctionner comme un interrupteur. C'est un interrupteur parfait d'ailleurs, et elle va fonctionner en commutation. Et elle est soit un interrupteur fermé, et ça, c'est quand la diode elle est passante, quand la tension elle est supérieure à la tension de seuil, ou tellement cette tension de seuil elle est faible par rapport aux tensions de fonctionnement, qu'on dit que dès que la tension elle est positive, la diode elle est passante, l'interrupteur est fermé, il fait passer le courant, il permet la circulation du courant, le courant augmente, il est positif. Et si la tension est inférieure à 0, en réalité inférieure à la tension de seuil, la diode elle est bloquée, aucun courant ne passe, et ça ressemble à un interrupteur qui est ouvert. La diode, c'est pour cela qu'on dit que c'est un interrupteur, et son rôle c'est soit d'être ouvert pour annuler le courant, soit d'être fermé pour permettre le passage du courant d'une partie d'un circuit à un autre. Généralement, la diode elle est utilisée pour le redressement, c'est un ensemble, c'est une partie d'un ensemble d'un montage électronique. Et ici, on va voir le rôle de redresseur de la diode en étudiant un peu le redresseur monophasé. Donc, considérons une source de tension alternative V sinus oméga t, si on veut, qui alimente une résistance à travers une diode. Alors, si la tension elle est en polarité, c'est ce qu'on a en noir ici, si la tension elle est en polarité positive, la diode elle sera polarisée en sens direct et elle sera passante, l'interrupteur sera fermé, le courant I va circuler dans le circuit et nous avons cette partie de la tension alternative et qui est suivie donc par le courant en rouge qui existe, qui ne sont pas nuls, mais dès que la tension de la source s'annule et elle commence à devenir négative, la diode sera polarisée en sens inverse. La tension positive va être de ce côté de la diode alors que le côté négatif de la source va être de ce côté. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la polarisation en sens inverse. La diode, elle va être bloquée et l'interrupteur, il va s'ouvrir. Le courant ne peut pas circuler dans le circuit et on a la partie rouge pour le courant nul et la partie noire pour la tension nulle. Et comme ça, on a laissé passer, la diode a laissé passer l'alternance positive. Elle a permis au courant de circuler, mais elle a bloqué l'alternance négative et elle a annulé le courant. Et ce qu'on obtient aux bornes de la résistance, c'est une tension en demi-alternance et un courant en demi-alternance qu'on rapproche à une tension continue et à un courant continu. La charge étant résistive, la tension et le courant sont en phase dans cette représentation et on peut utiliser la loi d'Ohm pour déterminer le courant par rapport à la tension, sachant que V égale RI, donc I est égal à V divisé par R. La caractéristique de la diode, elle se présente sous cette forme. Dès que la tension de seuil aux bornes de la diode elle est dépassée, le courant augmente et
le semi-conducteur se comporte comme un conducteur, la diode elle est passante, cette partie de la caractéristique on l'appelle la caractéristique directe, le courant à travers la diode il augmente exponentiellement. Avant, si la tension est inférieure à la tension de seuil, on rappelle que cette tension de seuil, pour le silicium, elle est seulement de 0,6 à 0,7 volts par rapport aux tensions de fonctionnement de 220 volts. C'est une tension qui est très proche de 0. Avant ce seuil, si la tension appliquée à la diode est inférieure à la tension de seuil, on dit tout simplement si la tension appliquée est négative et la diode elle est bloquée, l'interrupteur qu'elle représente il est ouvert et il n'y a aucun courant, le courant est nul, il n'y a pas de courant qui passe, il y a quand même, comme on a expliqué tout à l'heure, les porteurs de charge minoritaires qui peuvent passer et qui constituent un courant de l'ordre de 10 puissance moins 10 ampères, un courant très faible, et la tension appliquée aux bornes de la diode, il ne faut pas qu'elle dépasse une tension inverse, sinon on va aller au claquage de la diode. Donc la diode elle est caractérisée par sa tension de seuil, par la tension inverse, par le courant de fuite, le courant de saturation et le courant qu'elle peut faire passer le courant de la diode. Donc si on veut modéliser la diode, on va la modéliser par un interrupteur. Si la tension appliquée à la diode elle est positive, il y a un courant qui passe, c'est un interrupteur fermé. Si la tension elle est négative aux bornes de la diode inférieure à la tension de seuil, en réalité le courant est nul, l'interrupteur que représente la diode il est ouvert, c'est la caractéristique idéale, mais on sait qu'en réalité il y a une tension de seuil, il y a une résistance interne. Donc sous forme idéale, la diode, dès que la tension elle est nulle, elle est passante. Dès qu'elle est inférieure à 0, elle est bloquée et il n'y a pas de courant de fuite. C'est égal à 0, nous avons pratiquement un angle droit. On la représente par ce schéma avec une tension à ces bornes VD et un courant qui passe à travers la diode ID. Si on tient compte de la tension seuil et que il faut dépasser une certaine tension, même si elle est petite, pour que la diode soit passante, la représentation qui était sur l'axe des ordonnées du courant, elle va être déplacée un tout petit peu jusqu'à la valeur de la tension de seuil, et toujours donc sous forme d'un interrupteur ouvert, mais quand la tension est inférieure à la tension de seuil et pas inférieure à 0, comme dans le cas idéal, avec donc un courant à travers la diode nulle, et avec, si la tension est supérieure ou égale à la tension de seuil, une diode qui est passante, donc un interrupteur fermé, ça veut dire un courant qui passe à travers la diode. Donc on la représente, la diode avec une force, si vous voulez, contre-électromotrice, c'est une tension en opposition pour dire qu'il y a une chute de tension qui est provoquée par la tension de seuil de la diode dont on doit tenir compte en réalité. On peut prendre en compte en plus une résistance interne qui va provoquer des pertes ohmiques et créées par le matériau semi-conducteur lui-même, qu'on a négligé dans la diode idéale, qu'on a négligé dans le modèle de la diode avec tension de seuil. Donc en plus de la tension de seuil qu'il faut dépasser pour que la diode soit passante, on peut considérer qu'il y a une résistance interne, et
l'effet de cette résistance interne, elle fait qu'il y a une pente. D'ailleurs, la valeur de cette résistance, elle est l'inverse de la pente de la droite. Et cette droite, elle n'est plus perpendiculaire à l'axe X', l'axe des tensions. Elle est un peu avec une pente qui est l'inverse de la résistance. Dès qu'on la prend en considération, on n'a plus la verticale, mais avec une droite, avec une certaine pente. Sinon, c'est toujours un interrupteur qui est fermé si la tension elle est supérieure à la tension de seuil, et un interrupteur qui est ouvert si la tension elle est inférieure à la tension de seuil. Le point de fonctionnement de la diode, on peut le chercher d'une façon graphique en représentant le courant à travers la diode par l'exponentielle, qui peut être représentée selon la courbe en bleu. Et puis si on étudie le circuit électrique en utilisant la loi d'Ohm, ce circuit électrique qui contient la source de tension E avec une charge résistive et la chute de tension aux bornes de la diode VD, on écrit E égale RI plus VD. Si on représente le courant à travers la diode par rapport à la tension aux bornes de la diode, eh ben c'est une droite qui passe par le point d'intersection avec l'axe des Y qui est égal à E sur R, la coordonnée sur l'axe des Y est égale à E sur R, avec une tension nulle, et qui passe par le point d'abscisse E et d'ordonnée 0, et ça donne cette droite avec une pente négative. L'intersection avec l'exponentielle, ça va être le point de fonctionnement. Ici, c'est la représentation de la droite de charge, comme on l'appelle. Ici, c'est la représentation du courant qui passe à travers la diode. Le point de fonctionnement, c'est l'intersection entre les deux courbes. On peut déterminer aussi ce point analytiquement, et ce sera un exercice dans le TD de ce chapitre. Pour terminer, on va citer d'autres types de diodes qui existent. La diode Schottky qui est réalisée avec une jonction Schottky et non pas une jonction PN. Donc au lieu de deux semi-conducteurs, on va utiliser un métal conducteur et un semi-conducteur d'OPN. Et ça va faire que cette diode, elle va avoir une tension de seuil plus petite que celle des diodes à silicium qui ont une tension de seuil de 0,7 volts, alors que la diode Schottky, elle va avoir une tension de seuil de l'ordre de 0,3 volts. Seulement, elle ne sera pas performante en raison de une mauvaise qualité de la jonction PN, et ce genre de diode est utilisé pour la protection des circuits électroniques contre les retours de courant. On cite aussi la diode Zener qui, en dopant plus fort que on le fait avec une diode ordinaire, on peut réaliser une diode dont la tension inverse, elle est très très élevée, et ça permet d'utiliser cette diode en parallèle avec un composant électronique à protéger contre les surtensions. On peut parler aussi de diode GaN. La diode GaN n'est pas fabriquée avec deux diodes d'OPP et N, elle est fabriquée avec un seul semi-conducteur. La diode PIN, ce sont trois semi-conducteurs, un semi-conducteur P, un semi-conducteur N et un semi-conducteur intrinsèque entre les deux. Ça permet d'augmenter la chute de tension et de réguler cette chute de tension pour certaines applications. On peut utiliser aussi la diode sous forme de photodiode. Elle absorbe le courant, c'est des cellules photovoltaïques. Elle absorbe la lumière pour produire le courant. Il y a aussi les lampes LED qui sont des diodes en réalité qui, sous la tension,
les porteurs de charge qui vont être absorbés positives et négatives pendant la recombinaison vont émettre un photon, et ce photon c'est une lumière, et ça fait que cette diode, en émettant des photons pendant la recombinaison des porteurs de charge, ça devient une lampe qui est de plus en plus utilisée. On parle aussi de diode laser. En réalité, la diode laser, c'est une lampe LED avec un réflecteur. Le photon qui est produit par la recombinaison des porteurs de charge, il devient un rayon laser. La prochaine fois, on passe au chapitre suivant.